voilà, merci beaucoup, a déjà commencé. Donc, nous allons commencer par la présentation de Cécilia. Et puis, ensuite, on va prendre peut-être 5 à 10 minutes pour des questions dans le chat. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, bien vouloir saisir vos questions dans le chat. Et puis, par la suite, nous avons avec nous des panélistes qui veulent partager leur expérience par rapport à l'innovation dans le contexte, l'innovation de la formation dans le contexte ou bien de l'apprentissage dans le contexte COVID. On va les inviter. Il y a des questions que nous avons préparées pour eux. On va les inviter à répondre en 2-3 minutes à ces questions, à partager leur expérience. Et puis, on va recevoir le retour d'Éric, de Cécilia et de Katia si elle est avec nous. Donc, voilà un peu notre petit agenda pour cette session. OK. Et je vois que… bonjour, Bintou. Bonjour à tous. Je suis modérateur pour cette session. Oui. Donc, vous avez un peu suivi comment ça va se passer. Et si vous êtes rapporteur, Bintou, est-ce que vos rapporteurs… OK, je vois les rapporteurs se sont déjà signalés. Je vois Segbe Marcelin qui s'est signalé. OK, j'invite Katia à rejoindre le panel. Donc, est-ce qu'elle est la dernière personne à nous rejoindre dans le panel? OK. Donc, il est exactement 11 heures à Genève. S'il vous plaît, si vous êtes dans le panel, je vais vous prier de désactiver votre micro quand vous n'avez pas la parole afin de permettre d'éviter des interférences des sons. Donc, welcome Cécilia, bienvenue à toutes et à tous. Je vais maintenant passer la main à Bintou. Et Bintou, juste pour vous dire que Cécilia, notre présentatrice, elle est d'exprès. Donc, elle va parler en anglais, mais Eric Sarieux, qui est aussi avec nous dans le panel, va faire la traduction. Donc, à vous, Bintou. OK, merci Charlotte. Bonjour à tous et une fois de plus, merci d'être avec nous, que ce soit les modérateurs et les participants. Donc, nous allons directement aller droit au but puisque nous avons 45 minutes pour cette session, y compris les questions. Donc, je crois que les rapporteurs aussi sont prêts pour prendre les notes. Donc, je passe la parole à la présentation sur l'innovation dans l'apprentissage. Merci. Cecilia, I think you're on. So I should start with the learning slides. I thought the first part. Yeah, and maybe introduce yourself briefly. Yeah, I can introduce myself. I think the first part that is not regarding learning would be either by Katia or by you, Eric. Oh, okay, I'll do it. Okay, should I introduce myself now anyways? Yeah, please. Thank you. Hi, so I'm Cecilia Wettmuller. I work with Gavi on learning innovation and work on a program to implement, learning science and learning technology in the human resource management and training. And my background is in learning science as well as management consulting. So I kind of have a mix of the strategy and learning science. Donc bonjour, je m'appelle Cécilia et je travaille à Gavi sur l'apprentissage et surtout les innovations dans l'apprentissage. Mon arrière-plan est un arrière-plan sur l'innovation et aussi la consultance sur le management. Over. Back to you, Cecilia. Oh, you want me to take on the first part, yes. OK, OK. Donc, je vais prendre la première partie de la présentation et nous allons parler un peu de l'innovation dans l'apprentissage, donc l'expertise de Cécilia, mais je peux parler un petit peu de ces choses dans le domaine des ressources humaines. Et en disant, on va parler un petit peu comment est-ce que Gavi évolue vers une véritable stratégie de soutien aux agents de santé. Ça reflète une question de la première session pour ceux qui étaient là avant. Donc, on va parler un petit peu des aperçus sur les travaux en cours et puis parler un peu des grands principes innovants de l'apprentissage chez les adultes.
Alors, il y a 5 piliers et qui ne sont pas tous de la même importance en termes d'investissement de Gavi. Et pour lire cette diapositive, c'est toujours bien de lire un petit peu à l'envers. À droite, c'est ce qu'on veut établir, ces petits cœurs colorés. On veut améliorer la qualité des soins, on veut un accès qui soit équitable, et des mots avec des accents, et on veut réduire les zéro doses. Pour ceux qui étaient à la présentation précédente, vous savez que les zéro doses, c'est les enfants qui ont été négligés, qui n'ont pas reçu de vaccination du tout. Alors, les ressources humaines pour la santé sont essentielles pour faire ça. Et donc, on va travailler sur quels axes? Il faut de la disponibilité, il faut qu'il soit bien distribué, il faut qu'il soit compétent, il faut qu'il soit performant et qu'il se sente responsable. Et puis, bien sûr, les comportements et les attitudes. On sait que dans la santé, ça a une importance, une grande importance. Bien sûr, tous ces éléments, pour Gavi, qui est un bailleur de fonds, ne sont pas investis de la même façon. Par exemple, dans certains cas, on peut travailler sur la disponibilité, mais la règle, normalement, ce n'est pas pour Gavi de financer des postes. Normalement, c'est au pays d'organiser une politique de ressources humaines. Alors, parfois, il arrive que les financements de Gavi soient utilisés pour améliorer la disponibilité, surtout dans les situations de crise, de fragilité ou de conflit. Mais en général, c'est des situations temporaires qui doivent évoluer. Et puis ensuite, par contre, on peut travailler avec le gouvernement et les partenaires sur la répartition, bien sûr sur les compétences, et l'expertise de Gavi, c'est vraiment dans la vaccination, mais aussi, on en a parlé plus tôt, de la génération de la demande et d'autres domaines. Et puis, il faut un environnement qui favorise la performance et la responsabilité. Et ça, c'est, je dirais, c'est un petit peu le cœur des renforcements des systèmes de santé qui font partie des politiques de ressources humaines. Et bien sûr, les éléments comportementaux qui sont vraiment clés pour les changements de comportement, que ce soit les changements de comportement ou simplement encourager les gens à revenir pour recevoir les services et avoir la complétude des vaccinations. Alors, les grands principes, je ne vais pas m'étaler sur cette diapositive, mais bien sûr, on veut des innovations qui entraînent un changement durable. On ne veut pas des innovations pour les innovations. S'il y a des méthodes qui marchent bien, on veut les garder. On veut être aligné sur les politiques nationales. On a besoin de mesurer pour savoir si on fait des progrès. On veut être complémentaire et intégré avec différents efforts. Les questions de genre, on le sait, sont essentielles dans la santé. Donc, qui est atteint et par qui, et qui sont les ressources humaines. Tout ça, des grands principes. Maintenant, comment est-ce que ça se met en pratique? C'est là le défi. Alors, les investissements prioritaires, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On veut aboutir à des améliorations continues et une transformation de la façon dont les ressources humaines sont gérées, mobilisées et reçoivent leur capacitation, pour parler comme nos collègues canadiens. Donc tout ça, ça en fait partie. Et j'ai parlé un petit peu déjà avant de ces investissements, en sachant qu'on évolue vraiment vers les bulles, si on regarde ces 5 bulles, celles qui sont vers le bas, qui sont vraiment des interventions sur STEM, mais quand on est obligé, on doit intervenir avec nos partenaires et le gouvernement, la distribution et même la disponibilité. Donc, le travail en cours, on a un soutien de la Fondation Rockefeller pour aider les pays à développer ces approches innovantes. On a fait un appel d'offres pour une cartographie et évaluation des nouvelles approches en place, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la formation des ressources humaines et dans les approches innovantes de l'apprentissage. Et on travaille bien sûr à tester ces approches. Enfin, on veut les tester. Une fois qu'on aura une cartographie, qu'on saura ce qui se fait pour voir qu'est-ce qui peut être passé à l'échelle. Et puis, bien sûr, actuellement, il y a le grand défi de Covid qui nous a tous bousculés. Et bien sûr, tout ça se fait au travers de l'OMS, de l'UNICEF, le Fonds mondial et des partenaires, ce qu'on appelle ici les partenaires élargis, les partenaires locaux, les ONG, les universités dans les pays, etc. Donc, je vais arrêter là et nous passons à la deuxième partie de la présentation qui sont justement sur ces principes innovants de l'apprentissage, ces innovations chez les adultes. Et c'est Cécilia qui va diriger cette présentation. Les diapos sont un peu moins traduites, mais je traduirai au fur et à mesure ce que Cécilia nous présente. Cécilia, over to you. Thanks, Eric. So what I will do now is give an overview of how we currently think about learning innovation.
give a few examples, and then I'm very curious to learn about your work and understand what's already happening. And in the interest of time, we won't cover all of the contents, so you will see a few slides skipped, but all the key messages will be in here. D'accord. Donc, maintenant, je vais présenter ces principes innovants et quelles sont les innovations qui sont sur la place, qu'on peut utiliser. Et aussi, on veut pouvoir entendre les expériences que vous avez en tant que participant. Donc, on va avoir assez de temps pour ça. Du fait du temps qu'on a, certaines diapositives iront vite. Donc, les diapositives resteront disponibles, mais on ira vite. And Cecilia, if you can cut a little bit shorter your interventions. Yes, sure. Thanks. So first of all, let's start. Yeah, that slide. Thanks. What do we actually mean with learning innovation? Here we. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par les innovations pour l'apprentissage? Here we think about three elements, and using one or more of these in a way is learning innovation. On parle donc de trois éléments, et si on combine un ou deux ou trois de ces éléments, c'est la base d'une innovation. And the first one is learning science and methods. So that basically means how humans learn most effectively. La première chose, c'est les sciences et méthodes de l'apprentissage, et ça, fondamentalement, c'est comment est-ce que les êtres humains apprennent, intègrent des éléments au niveau, je dirais, cérébral, cognitif. The second is learning and teaching technologies, and that means how these principles and methods can be implemented using tools and technologies. Et ensuite, le deuxième élément, c'est la place de la technologie pour l'enseignement et pour l'apprentissage, et comment ces technologies peuvent être intégrées. And the third one is learning and impact analytics. That's basically what insights we can generate from the data in technology and how we can individualize learning. Et la dernière composante, c'est les outils analytiques pour comprendre ce qui se passe dans le processus d'apprentissage et son impact, de façon à pouvoir corriger les approches, renforcer les approches, les améliorer sur la base de données. Thanks. And next slide, please. So we do know a lot about how humans learn. And many principles have been shown to be really effective. Donc, pardon, Cécilia. Donc, on a beaucoup d'informations sur comment est-ce que les êtres humains apprennent. Et donc, on sait tourner certains de ces principes en réalité programmatique. In the interest of time, I won't go through these in detail, but I will give examples of 3 of them in a minute. Donc, je ne vais pas détailler tous ces éléments que vous pouvez lire là, mais je vais donner des exemples de 3 de ces éléments qui ont été utilisés. Thanks. And next slide. Before I do that, I think it's important to stress that applying this knowledge really means a new view on learning. Donc, un point important, c'est, avant de donner les exemples, c'est de réaliser que les innovations, ça commence par un point de vue différent sur l'apprentissage. It means a shift from the input, from what we teach and what content we want to deliver. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer par faire moins attention, se déplacer un petit peu et se focaliser moins sur les connaissances et les intrants. To the learner, sort of what they need to make a behavior change and the impact that the learning is supposed to have. Donc, il faut se focaliser d'abord, il faut commencer par se focaliser sur les participants à l'apprentissage, quels sont leurs besoins, et sur l'impact, les compétences qu'on veut développer chez ces individus. And in the end, especially in healthcare, learning always has a very clear purpose and an outcome that we want to see, and we want to direct learning exactly to that. Et dans le domaine de la santé, il y a des résultats très concrets qu'on veut pouvoir observer dans les comportements, dans les actions, dans les services, et donc il faut pouvoir se concentrer là-dessus. Thanks. The next slide, please. So when we go into the examples, next slide. Thanks. We will dive into 3 examples. The first one is low dose and high frequency learning.
Donc, le premier exemple que je peux donner, c'est l'apprentissage à dose limitée et haute fréquence. Et je m'excuse si ce n'est pas la traduction qui est utilisée d'habitude. Je ne suis pas familier, donc je pense que vous pourrez adapter. Yeah, so it refers to a model where learning is refreshed very frequently, for instance, every week. Donc, c'est un modèle où l'apprentissage est répété très fréquemment, par exemple toutes les semaines. So instead of one large block of learning every other year and nothing in between, we add refreshers very frequently and thereby keep the knowledge and the skills really up to date. Donc, au lieu d'avoir un plan de formation intensif tous les 2 ans avec rien qui se passe entre les 2 années, on a un plan où il y a des éléments de formation réguliers, fréquents, hebdomadaires, mais de petites doses. And this has proven to be very effective. For instance, in a study done at 8 hospitals in Tanzania. Et on a un exemple de 8 hôpitaux en Tanzanie où cette technique a été utilisée et a eu un grand impact. When they switched to this low dose, high frequency, newborn mortality rate in those hospitals could be reduced by 47%, and the change was sustained. Ils ont, au travers de cette approche, en passant de ces formations occasionnelles et intensives à cette formation à haute fréquence, ils ont réussi à obtenir une réduction de la mortalité de 47% dans ces 8 hôpitaux pour les nouveau-nés. Thank you. The next one is peer-to-peer learning, and that refers to a practice in pairs of learners, which is, of course, not new in itself. Donc, le deuxième exemple, c'est l'apprentissage qu'on peut qualifier d'horizontal par les pairs, par les collègues, les pairs, les gens qui sont nos équivalents dans la structure. But there's a way to do this, and it's very important to do it this way, very structured and standardized. For instance, with checklists and process guides. Alors, mais il s'agit aussi de donner de la structure. Il faut donner une structure à ces apprentissages, ces formations par les pairs. Et il faut une structure, il faut des outils comme par exemple une checklist et un processus bien établi et reconnu. And when it's done this way, learners can practice without the presence of a teacher. And basically an additional unit of practice is independent of an additional teaching resource. And in that way, learning can be very, very robust, and people can practice until they really possess a skill. Et dans ce cas-là, les participants, les personnes qui sont formées peuvent pratiquer les nouvelles compétences, les nouveaux savoir-faire. Ils peuvent les pratiquer plusieurs fois jusqu'à ce que l'apprentissage soit vraiment intégré et acquis, indépendamment de la présence d'un formateur. Donc, il y a vraiment une capacité de réplication de cette formation, de cet apprentissage. Yes, and that also increases transfer of learning. Et donc, puisqu'il y a des relations entre pairs, ça augmente aussi le transfert des compétences d'un individu à l'autre au sein d'une équipe. Thank you. And then the last one is just-in-time learning, which basically means learning that happens because a need for the learning arises in the moment or on the job. Et le dernier exemple, c'est l'apprentissage en temps réel, c'est-à-dire intégré au cadre de travail, où la formation arrive au moment du besoin pour le contenu ou le savoir-faire. And this is very powerful because the need that arises, and usually then the direct application of what has been learned, means that learning is high and transfer into the practice of the job is really high. L'avantage de cette approche, c'est que comme le besoin est ressenti à ce moment-là, il y a un transfert de connaissances, il y a une intégration de connaissances du savoir-faire qui est très forte et une institutionnalisation dans la pratique. Le prestataire a rencontré un problème, a appris à le résoudre et donc va avoir tendance à répliquer cette façon de faire et intégrer ce savoir-faire. And of course, mobile devices are a huge enabler here because they can enable the provision of content and answers, basically access to resources in the moment where it's needed.
Et bien sûr, c'est le domaine où les applications mobiles sont devenues très populaires parce qu'elles permettent cet accès à l'information en temps réel. So this was just to provide a few examples. And before we close off, I want to jump to page 16 to emphasize one thing about learning. It's that slide with the phones on it. Alors, mes diapos ne bougent pas. Avant de conclure, je vais aller à la diapo 16 pour parler d'autre chose après ces 3 exemples. Yeah, so I want to emphasize one thing because I've talked about learning technology, and I just really want to stress that learning technology doesn't need to be high tech. Donc, on a parlé de la technologie déjà, et il y a un point très très important à comprendre, c'est que la technologie pour l'apprentissage n'a pas besoin d'être de high tech, n'a pas besoin d'être de haute technicité. And many of you certainly are well aware of that. I just really want to confirm this, that even if we go from paper to a feature phone, we can do so much more and enact so many of these learning principles and make learning much more effective. Et vous le savez déjà, vous l'avez connu dans la pratique, mais même si on va du papier à un téléphone de base, on peut intégrer ces éléments et déjà faire beaucoup de progrès dans le développement de l'apprentissage. Yes, and I will stop here in the interest of time, and I'm very curious to learn about your work and answer your questions. Donc, je vais arrêter maintenant et j'aimerais beaucoup entendre vos expériences et bien sûr pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Thanks, Eric. You're welcome. Ok, merci Eric et Cecilia. Charlotte, donc je ne sais pas, je propose qu'on regarde s'il y a des questions par rapport à la présentation et comme ça, on lit les questions et maintenant Cecilia pourra répondre. Je ne sais pas, Charlotte, si tu es d'accord. D'accord, Bintou, et justement, je n'ai pas vraiment eu des questions, mais il y a un commentaire de la Grâce Aquilmbangu qui dit ces formations en ligne dans ce contexte de COVID-19 nous aident beaucoup dans le renforcement de capacités de systèmes de soins de santé. Il nous faudra donc penser à l'amélioration de fournitures Internet, surtout au niveau périphérique. Donc, will you care translating, Eric? Also, should I translate to Cecilia? Yes. Okay. Cecilia, so the comment is that this training, I mean, this presentation is very useful, especially in the context of COVID, but people should remember to think about internet access and, effective internet access at the most remote sites. So maybe if you can comment on that, I guess. Yeah, thanks, Eric. So I think that's exactly why I try to emphasize the feature phone, because it doesn't really need internet access. There are many ways to enhance learning through, let it be SMS or voice, that really works offline. And of course, then there's also areas where we don't have feature phones, and there, of course, we need to enhance sort of the completely analog ways of learning. But wherever there's a feature phone, we don't necessarily need internet access to improve learning. Donc, le commentaire de Cecilia, c'est une très bonne question, mais c'est pour ça aussi que j'ai insisté sur, Cecilia appelle ça les feature phones, les téléphones de fonction, grosso modo les téléphones analogues, avant les smartphones, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin les téléphones de base, et de dire que bien sûr, Internet peut être extrêmement puissant et utile, mais en attendant, on peut quand même donner des appuis à l'apprentissage, même avec ces téléphones de technicité limitée et avec des méthodes analogues. À vous. OK, merci. Charlotte, je vois
une question de Pierre Hubert qui dit parmi les 3 méthodes, quelle est celle qui est appropriée pour former les prestataires pour l'introduction du vaccin COVID-19? Et puis, il y a des commentaires de Dahoun. Cette stratégie est la bienvenue, mais c'est la couverture Internet qui pose problème dans nos villages lointains. Je crois que par rapport à ce commentaire, Cécilia vient de répondre à ce commentaire. Donc, peut-être que si elle peut répondre à la question de Pierre Hubert. Merci. Okay, merci, Bintu. And I want to thank Ian Steve. He has already translated the question. Say, which of the 3 methods is appropriate for training providers for the introduction of the COVID-19 vaccine? Cecilia, so you can answer directly. Okay, so I think that is, it's certainly, I don't want to make generalization. I think that's very context dependent. And it depends on what about the introduction should be learned. So, for instance, peer-to-peer is very helpful if you want to learn a process. Low dose, high frequency is very helpful to maintain knowledge. And just-in-time learning, I think it's probably a combination of the 3, and each of them has its own merit. Juste pour traduire, que c'est, elle ne veut pas prendre de prescrire exactement ce qu'il faut faire, mais elle propose qu'une combinaison de ces trois techniques pouvait bien marcher et permettre d'atteindre les objectifs escomptés, les résultats escomptés. Thank you, Cecilia. And I'm seeing, on voit beaucoup d'autres questions dans le chat, mais malheureusement, nous devons avancer maintenant. Donc, avec votre permission, Bintu, je vais directement partager mon écran. Nous avons quelques panélistes qui vont partager leur expérience de l'innovation dans l'apprentissage dans leur contexte. Okay. So, I'll be sharing my screen. Now, Cecilia, I wanted to find out, since the presenters will be speaking in French, should we just summarize at the end in English for your understanding? Yeah, I think that should be fine. Okay. I mean, maybe can I add one more comment? Sorry. Yes, please go ahead. So especially things like just-in-time learning certainly needs some type of a connection. It doesn't need to be internet. It can be usual like signal, phone signal, but things like low dose, high frequency, and also peer-to-peer, they only need a certain structure. They don't need a phone necessarily. They could be done on paper. OK. Donc, Cécilia a voulu ajouter quelque chose pour dire que parfois, on n'a pas nécessairement besoin de la connexion Internet. Ça peut juste besoin d'une structure. Donc, l'apprentissage entre les pairs, ça a juste besoin qu'on mette en place la structure et pas nécessairement la connexion Internet ou nécessairement toute la technologie dont nous avons besoin pour cela. Thank you. OK, donc merci à toutes et à tous. Et déjà, merci à vous pour les questions que vous avez posées dans le chat. So, Cecilia, I'll be inviting you to take a look at the chat because Ian Steed from our team is translating some of the questions directly to English so that you can get a look at them. And then towards the end, maybe you could address some of the questions. All right. Donc, maintenant, j'aimerais inviter un membre du panel, Nan Zaman, si vous pouvez activer votre micro. Voilà les questions qui sont affichées sur l'écran. J'espère que vous les voyez. On aimerait que vous parlez avec nous de votre expérience de l'innovation dans le domaine de la formation. Donc, vous avez la parole, Zaman. Vous présentez d'abord votre pays et ce que vous faites. OK. Je suis... Vous m'entendez? Allô? Oui, 5 sur 5. Allô? Oui, nous vous captons. Oui. OK. Donc, je dis, je suis Nian Julien. Alors, j'étais précédemment chargé de suivi évaluation dans un district de l'Ouest de la Côte. Et suite à une admission à un concours international, je suis allé faire une formation en management des services de santé.
Et donc, étant là-bas, ayant une certaine ancienneté, à distance, en contact avec moi pour résoudre un certain nombre de problèmes liés à la vaccination. Il faut dire que Julien, s'il vous plaît. Aux réseaux sociaux pour vraiment réprimer la vaccination. C'est l'objet de cette formation-là, c'est le renforcement des capacités des intervenants aux activités de vaccination en période de Covid. Mon rôle n'était pas directement impliqué, néanmoins, mon intervention a consisté à la formation et à la supervision à distance à deux niveaux. D'abord, au niveau même de mes pairs qui étaient au niveau du district, qui aidaient le directeur dans la mise en œuvre des activités de vaccination. Donc, à ceux-là, c'était les échanges chaque fois quand il y a une difficulté pour voir comment aborder la population, à quel moment il faut stopper et à quel moment il faut vraiment prendre des dispositions et puis revenir. Il faut dire même qu'à un certain moment donné, les populations ne voulaient plus voir les membres du district parce que pour eux, quand ils viennent, c'est pour envoyer des vaccins de Covid et eux, ils pensent que tout ce qui était vaccin, c'était Covid. Il fallait beaucoup faire très attention. Tout ce qui a géré une situation de stress, par exemple, où ils avaient des difficultés face aux populations, ils me faisaient recours pour voir ce qu'ils devaient faire ou bien ils devaient s'y prendre. Donc, à chaque fois, je leur les propositions qu'il fallait prendre et puis appliquer. Et vu donc la situation compliquée, il y va aussi de leur vie. Ils avaient peur, ils avaient aussi vraiment l'envie d'arrêter à un certain moment donné la vaccination. Il était question donc de les encourager et autres, comment aborder leurs ASC et autres pour pouvoir avancer. Alors, qu'avez-vous fait de façon concrète? Qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois que le responsable de la vaccination qui avait des soucis m'appelait, je prenais mon temps, soit par WhatsApp ou bien par chose SMS, j'échangeais avec lui sur le problème. Et je crois que quand il mettait ça en pratique, quand il arrivait à s'en sortir, qui est-ce qu'il devait contacter pour résoudre son problème? Et c'était ce qu'on faisait à chaque moment. Était innovant. Voilà, je disais que ce qui a été fait a consisté les méthodes classiques qui consistaient à la gestion de la vaccination comme on le faisait d'habitude, mais plutôt veiller à la chose. D'éveiller donc la conscience de chacun sur vraiment la nuisance des informations relatives à la vaccination et les relayer, qui sont relayés au niveau des réseaux sociaux. Et qui ou quoi vous a aidé? Moi, je pense que c'est le temps que j'avais passé dans ce service et la connaissance donc des populations, déjà leur façon de réagir face aux nouveautés, qui m'a vraiment permis à affronter ce sujet, à pu aider les collaborateurs qui étaient. Ce qui m'a surpris, confortaliser la communauté des personnels soignants. Avant, il y avait une certaine complicité entre et du coup, à cause du Covid, il y a eu cette crise de confiance-là qui a vraiment plombé les activités de vaccination. Alors, quelles leçons vous avez appris? Je pense que l'information des réseaux sociaux impacte si négativement les populations que les mesures à visée internationale sur les réseaux méritent donc d'être prises pour pouvoir sauver la situation en rapport de la vaccination. Alors, quelles questions vous pouvez partager avec les autres? Moi, je pense qu'avec les autres collègues, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de penser, par exemple, à la possibilité de demander à nos gouvernants de faire en sorte que les réseaux sociaux ne diffusent pas d'informations en rapport avec le Covid quand celles-ci ne sont pas des sources officielles. Diffuser et ça crée d'énormes difficultés aux responsables de la vaccination. Je vous remercie. Allô? Beaucoup. Merci, Julien, Allô? pour votre présentation. Oui, merci pour votre présentation, malgré le fait que nous avons eu du mal à bien vous suivre, sûrement à cause des soucis de connexion d'Internet. Donc, je ne sais pas, Eric, will you be able to summarize briefly? Did you hear enough to summarize briefly the experience shared by Julien? No, I wasn't getting good connection. Could you do it?
Okay, so in just a few words, Cecilia, he was talking about that within the context of COVID-19, there was some hesitancy for communities. They lost confidence in vaccination services because of all the rumors and false information on social media. So he set out to be able to train community health workers, community volunteers on how to pass across the right information and to convince community members to accept immunization services once again and to regain the confidence that they initially had about immunization. And so how did he do that? He tried as much as possible to use Zoom and WhatsApp to share the information and going down actually to also meet with them and tell them exactly the messages that they would like to share that they want community volunteers to share with community members. So what surprised him was the fact that community members could easily lose confidence in healthcare workers that previously they had confidence in them because of the pandemic. And for the last question, which has to do with what he can ask, the question he can ask here is why he would like to find out, is it not possible to ask government authorities to be able to ban social media platforms from publishing negative information, publishing unauthorized information about COVID-19, because many people get a lot of false rumors and information from social media. So that's in a few words what I could get from his presentation in spite of the problems of connectivity. Thanks very much, Charlotte. That's very inspiring. Okay, before you comment, I'd like to, maybe we take another person. Donc, avant que nos panélistes commentent sur votre présentation, Julien, j'aimerais inviter une autre panéliste qui est avec nous, Rosine. Rosine, si vous pouvez déjà activer votre micro, les questions sont là sur... Et vous pouvez aussi, merci à ceux qui sont en train de laisser les commentaires dans le chat. Tout à l'heure, nous allons retourner vers le chat pour lire vos commentaires. Donc, Rosine, activez votre micro, vous avez la parole. Rosine, je ne sais pas si vous m'entendez. Rosine, nous n'arrivons pas à vous entendre. Rosine? OK, si on n'arrive pas à capter Rosine, je vais peut-être me retourner. Je ne sais pas si c'est des soucis de connexion Internet, mais je pense qu'elle est en train de parler. Donc, moi, je ne l'entends pas non plus. Donc, nous avons d'autres panélistes qui sont avec nous. Je vais malheureusement demander à Julien de quitter le panel pour le moment. Dans un tout petit... donc, Léa, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Vous avez la parole. Donc, nous allons réessayer Rosine après. Léa? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour Léa. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. D'accord. Je suis Léa Sandrine Sakam Gebou, médecin-chef du Centre de vaccination internationale de Bafoussam. Mais l'expérience que je vais partager aujourd'hui s'est passée alors que j'étais au Centre de vaccination internationale de Douala. Donc, l'objet, il était question, parce qu'on organisait des formations tous les 2 mois dans le service continu sur la vaccination. Et donc, au début de la pandémie, il s'est posé donc le problème de ces formations-là. Donc, il était donc question, avec l'aide de Sanofi Pasteur, d'organiser un webinaire sur l'importance de la vaccination pendant la pandémie, cas du Covid. Pourquoi? Parce que justement, au Cameroun, ça a commencé en mars 2020 et on a constaté vraiment un arrêt de la fréquentation
du service en particulier, mais en général de tous les services de vaccination dans le pays. Donc, c'est pourquoi on a trouvé nécessaire d'organiser. Au départ, on avait l'intention de le faire en salle, mais pendant l'organisation, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être quelque chose de... on n'allait pas pouvoir assurer la sécurité des participants parce qu'on n'était pas sûr qu'on avait tous les moyens d'assurer que personne n'allait se faire contaminer pendant la réunion. Et donc, on a donc décidé, pour finir, de faire un webinaire. L'objet de la formation, donc, comme je l'ai dit tantôt, c'était l'importance de la vaccination pendant une période de pandémie cas du COVID-19. Et en fait, moi, dans ce webinaire, j'étais oratrice, j'étais orateur, et donc je parlais de l'intérêt de la vaccination hors PEV. Mais ce que j'ai fait concrètement, en fait, en dehors de la préparation de ma présentation, j'ai joué un rôle dans l'organisation de la formation, c'est-à-dire de ce webinaire-là, parce que c'était vraiment une première expérience pour nous en particulier, même si Sanofi avait l'habitude de faire des réunions en conférence avec des participants qui étaient dans d'autres pays. Pour nous, c'était vraiment la première fois que ça s'est passé ainsi parce que même dans le service, les différents participants qui étaient dans le service allaient être connectés en ligne. On n'allait pas être ensemble au moment de la formation. Donc, c'était vraiment une nouvelle expérience pour nous et j'ai été particulièrement surprise parce que pour moi, c'était une première expérience dont je ne m'attendais pas à avoir de meilleurs résultats que pendant les réunions en salle. Mais c'était pourtant plus intéressant parce qu'on a eu une participation plus massive, on a eu plus de participation et on a eu plus de participation active. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'enquête, mais je ne sais pas si c'est parce que les gens étaient moins distraits. Parce que quand on est ensemble, on a souvent tendance à causer entre collègues et tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient moins distraits ou bien c'est parce qu'ils étaient plus concentrés ou c'était parce que c'était plus intéressant parce qu'il y avait beaucoup plus d'intervenants. Il y avait des gens même qui se connectaient depuis le niveau central au Cameroun, depuis d'autres pays, depuis par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on avait des participants. Donc, c'était vraiment très intéressant et ça a vraiment porté. Et moi, j'ai été surprise de constater que ça avait l'air plus efficace même que les formations en salle. Et donc, voilà, ça m'a vraiment surpris. Et pour moi, de cette expérience, moi, j'ai tiré la conclusion que les formations à distance, les webinaires sont plus efficaces que les formations en salle. Merci. Vous avez terminé? Léa? Oui. Vous avez terminé? Oui, sauf si vous avez des questions. Non, ça va. Merci. Donc, je vais directement traduire en quelques mots votre présentation pour Cecilia. So, Cecilia, her presentation is just in line with the previous one, but here she works in an international vaccination center. And with the COVID-19 pandemic, they realized that activities actually stopped at the national. Connection is breaking, or is that on my side? It's bad. Cut my video. On a perdu Charlotte, j'ai l'impression. Je ne sais pas si Eric peut prendre le relais pour faire le résumé à Cecilia, je ne sais pas. Okay, I'm going to try to translate Cecilia, summarize. I hope I don't miss it too much, Leah. So I think Leah was sharing her experience about disruption of services with COVID in a vaccination center, international vaccination center. And then, kind of the need, how do you kind of retrain, remotivate, and
that something positive happened through the opportunity of a webinar, actually. But this webinar connected outside of the country, not just locally, but it had a broad reach and connected out of the country, and so that gave some ideas, and so the experiences webinar were very positive, almost, and Leah was saying almost, maybe not almost, but it seemed more effective, more engaging of participants than on-site training, which is kind of the usual habit for doing training. So that's the gist of it, and I apologize, I may have missed some nuances here. So maybe if you can, I don't know if you wanted to comment on that. Yeah, so maybe for both of them, I totally appreciate that with COVID-19, there are completely new challenges. And also especially with social media. I also appreciate Julien's wish to kind of shut down the fake news. I think that's certainly not on me to decide. And I guess there are some conflicts of interest here. Donc, je comprends bien les deux perspectives et j'apprécie de Julien et de Léa et notamment sur les réseaux sociaux et les soucis de Julien sur les fake news. Effectivement, c'est un vrai problème et on aimerait bien les fermer, mais comment et qui, etc., c'est un peu compliqué, mais en tout cas, on apprécie cette problématique comme étant réelle. Over. Yes, and thanks also, Leah, for sharing your example. I think it's really interesting to hear, because that is also one thing that is very much in line, right, with the science of learning, that a one-off training and also a classroom training where there's a lot of, talking and maybe sometimes practice, but it's all at one place, at one time. That is much less engaging and effective in learning than learning where people can space it out. And most e-learnings allow for that. And they have videos, and there's more engagement in the content, in the exercises. So I'm very glad to hear that also worked and even brought back some motivation, as I understood. Donc, j'apprécie aussi beaucoup la contribution de Léa, et c'est vrai que ces avantages que vous décrivez peuvent bien être observés, et en partie parce que au lieu d'avoir un apprentissage concentré, fixe, les gens ont la capacité de joindre, d'avoir des plus petits morceaux à digérer à la fois, d'avoir des répétitions, c'est un peu plus flexible, et donc c'est effectivement, enfin pas surprenant, mais ça correspond à ce qu'on imaginerait, que votre expérience a révélé un impact sur la motivation des participantes et des participants pour l'apprentissage. Over. Thanks, Eric. Do we have any time for the questions that were posted in the chat, or is there another way to answer them? Est-ce que Cécilia demande, Charlotte, je vois que vous êtes revenue, Cécilia demande s'il nous reste du temps pour les questions qui sont dans le chat, ou s'il y aura une autre façon d'y répondre. Je ne sais pas trop où on est point de vue temps. Malheureusement, notre temps est déjà écoulé, et déjà désolé pour tout à l'heure. Mon audio et la vidéo. Donc, Cécilia, je pense que ce que nous allons proposer à Cécilia, elle a pu tout à l'heure parcourir les quelques questions que Ian a pris la peine de traduire dans le chat. Donc, si elle peut nous dire en résumé, donc ça serait comme le mot de fin. Mais avant le mot de fin de Cécilia, j'aimerais d'abord qu'on écoute un peu, Katia, elle a eu à écouter les expériences des acteurs sur le terrain, donc quelles sont tes impressions? Et malheureusement, on avait seulement 45 minutes, mais on avait aligné jusqu'à 6, 7, 8 personnes qui avaient des expériences à partager. Donc, du coup, peut-être on espère que dans un futur très proche, on aura l'occasion d'écouter toutes ces différentes expériences-là. Donc, Cecilia, I was saying we may not have enough time to get to the
the questions, but if you got to read the ones that Yancy translated earlier on, you can just give a general point of view, because I saw that most of the questions were interrelated, and that you'll be having the closing word for the session. But before then, we want to listen to Katia, and then we'll turn over to you for the closing remarks. Perfect, thank you. So, okay, so Charlotte, let me speak in English. It's just faster for me. But okay. Okay, we will translate. Okay, so there is a big echo. Sorry. Okay. Okay, I just will speak despite the fact I have a massive echo here. Okay, so you saw we have put forward a number of innovative approaches, and the thinking is that the echo is too strong. I can't hear myself. Is there a way to mute? I'm trying to mute the various mics. So I would like okay, so okay. No, it's not better. Yeah. Okay, is it better? Yeah. No, not really. Okay. Anyway, I try. Okay, so what we try to do in the next Gavi 5.0 strategic period is really to put together all these innovative approaches and to help countries when they come through a new planning process to put these approaches forward. So there were a lot of questions also around the most appropriate communication to encounter vaccine hesitancy. This is why I put our website in the chat of the previous session on COVAX facility, on the Demand Hub. There's a lot of content that can be used for mass media, for social media, for communities. I think it's extremely important. But I think, as I said earlier, we need to stay in touch because we need to harvest your experience and your challenges to help us designing the new strategy to better support frontline health workers. So over to you, Charlotte. Katia, donc je vais en quelques mots traduire ce que Katia venait de dire, que l'approche 5.0 de Gavi, c'est pour essayer de mettre ensemble toutes ces approches novatrices-là, toutes ces approches novatrices pour voir en quelle mesure améliorer la qualité de la formation en matière de vaccination. Et tout à l'heure, elle a vu beaucoup de questions qui venaient à propos de la communication en matière du COVID-19. C'est pour cela qu'elle a partagé un lien dans le chat où vous pouvez trouver des informations à ce propos. Et puis, elle dit aussi qu'elle souhaite à ce que nous gardons le contact pour pouvoir puiser des expériences que vous en ce qui concerne ce que vous faites par rapport à la formation, ce que vous faites de nouveau par rapport à la formation dans vos contextes différents. So basically, I hope I got your message right, Katia. Thank you. Donc, nous allons maintenant we'll turn towards you, Cecilia, for the closing word. Thank you, Charlotte. So thanks a lot also for the questions, the experiences and the questions in the chat. And I also want to stress what Katia just said about we really want to sort of hear from you, your challenges, and involve you in this sort of learning innovation process. Because like it's in the end, it doesn't help if we think it up. Should I just go on and you translate in the end? Yeah. Okay. Yes. Let me just. So there were questions about cultural change, and I think that really hits the nail on its head. There is the need to change to a culture of learning. And that can be done by integrating learning into the daily work. So learning shouldn't be reduced only to training, but learning has to be an integral part of the everyday practice. And low dose, high frequency is one version that in a way already does that, because it becomes so common to learn on the job that it changes the culture. Of course, there's a need to in those practice sessions to be able to make errors. And I think that's a challenge in healthcare because there shouldn't be any errors, right? That's what we want to avoid. That's really what the practice is for.
And maybe to give an example of that culture change and how low dose, high frequency can do that is coming back to that Tanzania example, where it was a requirement before every shift to practice one skill in delivering a baby, that like 1 or 2 skills that were the key ones to prevent neonatal mortality. But before every shift, every person did this once or twice until it was, again, good enough up to the standard level. And that really changed everything. And yeah, I hope that sort of these small changes in the day-to-day can really have a huge effect. Thanks. Over. Thank you very much, Cecilia. Donc, comme mot de fin de Cecilia, elle a d'abord commencé par dire merci pour les expériences partagées et les questions. Nous voulons vraiment vous impliquer. Donc, elle dit à rejoindre ce que Katia a dit tout à l'heure pour vous dire que nous voulons vraiment vous impliquer dans ce processus. Donc, il y a des questions qui sont revenues sur le changement culturel et elle a dit qu'il doit véritablement avoir un changement dans la culture de la formation et de l'apprentissage, que ça ne doit plus être des formations ponctuelles qui sont organisées, mais ça doit être quelque chose qui se fait au quotidien, qui se fait quotidiennement dans le travail. Et c'est pour ça qu'elle a parlé de cette formation en petite dose et de haute fréquence. Je ne sais pas si ma traduction elle est la bonne, mais des formations à petite dose de haute fréquence, ça veut dire que c'est tous les jours dans le travail. Donc, avec beaucoup plus de pratique, on réduit davantage les marges d'erreur. Et elle a cité l'exemple de la Tanzanie où c'est dit avant que chaque équipe ne prenne la relève, dont une équipe de permanence ne commence le travail, ils s'exercent sur une chose, une pratique, un exercice dans le processus de l'accouchement. Donc, jusqu'au point où ils maîtrisent parfaitement cette activité-là. Donc, juste pour dire que quoi? Qu'au quotidien, petit à petit, avec des petits exercices qui sont faits comme ça, on arrive à mieux maîtriser et à améliorer le travail qui est fait. Donc, déjà, j'aimerais dire merci à toutes et à tous pour votre participation massive à cette séance. Merci beaucoup, Katia, merci Eric et merci Cecilia. Merci à toute l'équipe modérateur Bintou et les rapporteurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette session. Rendez-vous à midi pile dans la salle plénière pour notre dernier atelier de cette journée. Et à tout à l'heure. So, au revoir. Bye bye.